Bonjour, aujourd'hui je vais te parler d'Arthur Rimbaud et des cahiers de Douai et plus spécifiquement du parcours associé de l'œuvre qui est émancipation créatrice. C'est important de venir définir ces termes-là et mieux les comprendre, notamment pour la dissertation, alors pour l'oral, mais aussi et particulièrement pour la dissertation, parce que généralement les sujets de dissertation qui sont choisis par l'Éducation nationale pour l'examen du bac reprennent des termes, parfois carrément, ou alors reprennent des sous-thèmes qui sont liés au parcours associé. Et donc c'est très important d'avoir déjà fait l'effort de relier le parcours associé à l'œuvre pour avoir déjà entamé en fait cette réflexion autour de l'œuvre qui va te donner déjà des pistes de réflexion pour la dissertation. Donc c'est ce que je vais faire, je vais d'abord définir les termes. Et je te rappelle que dans la dissertation, tu as besoin de faire ça par rapport aux termes importants du sujet dans l'introduction pour bien poser le cadre de ta dissertation et ne pas partir dans tous les sens. Donc là, c'est ce que je vais faire. Premier mot, c'est donc émancipation. Émancipation, ça vient de emancipare, qui dans le latin juridique veut dire s'affranchir de la tutelle paternelle. Et ça veut aussi dire, deuxième sens qu'on peut donner à émancipation, c'est l'idée de se libérer d'un état de dépendance. Et troisième sens qu'on peut donner, c'est aussi celui de se dégager d'une dépendance morale, des préjugés de son époque, des valeurs de l'Église, etc. Donc l'idée ici qui revient dans chaque sens qui sont finalement très proches, c'est l'idée d'un processus, d'une volonté de libération, de prendre de la distance, de sortir d'un carcan, de peut-être essayer quelque chose de nouveau qui s'éloigne de la norme. Et il y a l'idée aussi que d'une autorité. Et que ces autorités, elles peuvent être multiples. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce S à émancipation. C'est que c'est une émancipation, ce processus qui prend place dans les cahiers de Douai et dans la vie de Rimbaud, elle est multiple, elle a plusieurs dimensions. C'est à la fois se libérer de la tutelle, c'est-à-dire de l'autorité parentale, notamment avec la fugue, se libérer de l'autorité de l'État, de la société, des mœurs, de ce que c'est le bien et le mal pour la société. C'est se libérer aussi de l'autorité de l'État, etc. Et surtout, se libérer de la tradition poétique. Bon, voilà. Voilà des petits éléments de réponse autour de émancipation, du terme émancipation. Deuxième terme du parcours, c'est créatrice. Créatrice, on voit bien, est très liée à émancipation parce que c'est l'adjectif d'émancipation. Donc c'est déjà, ça crée un lien entre les deux, je reviendrai là-dessus. Je vais m'intéresser d'abord à juste créatrice. Créatrice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui engendre quelque chose, qui donne naissance à quelque chose de nouveau. C'est l'idée vraiment d'inventer un produit, quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Mais c'est aussi une puissance, c'est-à-dire une capacité à créer, à produire un résultat dans le monde. Et donc ici, on voit qu'on s'intéresse à la fois au processus, à la manière dont on se libère des différentes autorités qui pèsent sur nous, mais aussi que ces émancipations sont créatrices, dans le sens où se libérer des autorités permettrait de créer quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille qui est que créer permet et aussi le moyen de l'émancipation. Parce que comment est-ce que Rimbaud s'émanciperait? Eh bien, ce serait en créant de la poésie. Voilà. Donc, il y a un peu une sorte de cercle vertueux où plus il se libère et plus il est en capacité de créer, et plus il est en capacité de créer, et plus il se libère. Et on peut effectivement voir ça dans la carrière de Rimbaud, parce que d'un
d'un ouvrage à l'autre, il y a vraiment une expérimentation, une voie personnelle et unique qui est en train de se dessiner loin de toutes les autorités de son temps. Et donc on voit ici que ce qu'on va essayer d'approcher dans l'œuvre des Cahiers de Douai, c'est cette quête du poète qui cherche à inventer sa voix singulière et on va s'intéresser à l'écart qui existe dans les Cahiers de Douai avec les modèles qui inspirent l'œuvre. Et donc on va essayer comme de vraiment penser l'émancipation comme un processus, c'est-à-dire que les Cahiers de Douai se placent plus ou moins loin et les différents poèmes des Cahiers de Douai se placent entre deux pôles qui est le respect de la norme, le respect des autorités, le fait d'être sous tutelle, sous la dépendance d'autorité et le fait d'être libéré de toutes les dépendances et qu'en fait l'émancipation c'est ce processus entre les deux et donc c'est ça qui est très beau dans les Cahiers de Douai, c'est qu'on voit cette émancipation en train de se faire. Alors justement, comment est-ce qu'on le voit? Comment est-ce que on peut affirmer que dans les Cahiers de Douai, Arthur Rimbaud est en train de s'émanciper? Alors, première chose, c'est qu'il y a plusieurs dimensions, comme je l'ai dit, autour de cette histoire d'émancipation, que s'il y a un S, si c'est émancipation au pluriel, c'est parce que c'est multidimensionnel. Premier point sur lequel on peut voir une émancipation avec les Cahiers de Douai, c'est que les Cahiers de Douai sont en quelque sorte... Alors, c'est pas un recueil biographique. Je pense que ce serait faux de le voir comme une forme d'autobiographie en poésie, c'est pas le cas, mais effectivement, la vie de l'auteur, du poète, nourrit quand même énormément l'œuvre et permet de comprendre quelle est la place de cette œuvre dans le contexte de sa vie et dans sa carrière poétique, pas politique, poétique. Et effectivement, les poèmes des Cahiers de Douai sont le fruit des différentes fugues, et notamment pas seulement l'écriture des poèmes, qui elles-mêmes en fait prennent comme thème très souvent les fugues qu'il a vraiment vécues. Par exemple, on a quand même une série de poèmes qui parlent de ce qu'il a vécu en étant en Belgique. On a La Maline, Au cabaret vert. Je crois qu'on en a un autre aussi qui fait explicitement mais là je crois que je le retrouverai plus. Donc on a au moins ces deux poèmes-là qui font explicitement référence à ces virées en Belgique, mais aussi le fait qu'on ait là les Cahiers de Douai en main propre, c'est aussi parce qu'il a fugué, parce qu'il a rencontré Paul Démuny lors de sa fugue, parce que lors de sa fugue, il a réécrit tous ses poèmes dans des manuscrits, qu'il a donné à Georges Isambard pour donner à Paul Démuny pour être publié. Donc le fait même qu'on puisse là lire les poèmes d'Arthur Rimbaud, c'est parce qu'il a décidé de fuguer de chez lui. Et la fugue, c'est vraiment le propre de cette volonté de sortir du cocon familial, de se défaire de l'autorité parentale, ici pour le coup de sa mère. Et c'est vraiment aussi une démonstration de la liberté, de cette recherche de liberté. Ensuite, il y a aussi un point de vue, et c'est très lié bien sûr à cette dimension biographique, c'est la dimension thématique. On voit ici que un des thèmes qui revient très souvent dans les poèmes, notamment pour des raisons biographiques, mais pas seulement je pense, c'est le thème de la fugue, tout simplement. On voit ici que la fugue dans la nature, c'est quelque chose qui revient vraiment dans tout le recueil. Alors je ne sais pas comment toi ton recueil est constitué, mais il y a certains recueils où ma bohème est à la fin et c'est pas anodin. On commence parfois dans certains recueils avec le poème Sensation et on termine avec le poème Ma bohème. Alors pas dans mon édition
en tout cas pas dans les œuvres complètes que j'ai là sous les yeux, mais c'est le cas dans une autre édition. Et je trouve que c'est assez évocateur dans le sens où effectivement, Ma Bohème, c'est vraiment le poème de la fugue, dans laquelle le poète exprime cette liberté complète dans la nature qui devient son refuge, dans laquelle il se sent bien, il se sent loin de tout, loin de la seul. Hein. Il y a vraiment cette idée de la solitude, avec ce jeu qui n'arrête pas de venir et qui montre qu'il est seul face à lui-même aussi. Mais il y a aussi cette idée de communion avec la nature, cette nature qui lui permet en plus de créer, parce que c'est ça qui est très intéressant dans le poème Ma Bohème, c'est que cette fugue dans la nature est aussi l'espace dans lequel il peut trouver de l'inspiration pour écrire ses poèmes. On le voit notamment avec le tout dernier tercet, où rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Et ici on voit qu'il y a à la fois donc cette échappée dans la nature avec le fait d'être au milieu des ombres fantastiques, c'est-à-dire au milieu des ombres des arbres qui l'entourent et qui produit déjà un milieu proche de la fiction et du rêve propice en fait à la rêverie poétique et donc à l'inspiration et à la création. Et en même temps, il y a clairement des termes proches de la poésie, avec carrément rimant. Hein, là, franchement, là, on peut pas voir autre chose que le fait que la nature le fait rimer, c'est-à-dire lui fait écrire de la poésie. On a aussi la lyre, qui est l'attribut d'Orphée, qui est le dieu des poètes. Et on a même... le dieu, qui est la divinité des poètes. Et on a même le pied près de mon cœur, et le pied, en fait, c'est une mesure dans le vers. Enfin, maintenant, on utilise les syllabes, mais avant, on utilisait les pieds. Donc là aussi, il y a vraiment le vocabulaire de la poésie qui est très présent et qui montre bien cette harmonie entre la fugue dans la nature, qui est un espace de liberté où le poète peut se retrouver, et l'écriture, l'inspiration qui provient de cette fugue. Donc on a ici tout à fait le processus que l'émancipation permet de créer. Autre élément aussi qu'on peut retrouver dans les thèmes récurrents de l'œuvre qui rappelle cette émancipation, c'est la révolte. Et effectivement, on a par exemple le poème Le Forgeron, qui est un poème très épique, avec un souffle vraiment, il est très long, il est très beau aussi. On a cette voix en fait du forgeron, qui est vraiment cet homme du tiers-état, qui a un beau métier quand même, c'est quand même un artisan, donc c'est pas n'importe qui, mais c'est un homme qui travaille avec son corps, donc il y a aussi cette idée vraiment des couches populaires de la population qui sont soumises aux autorités, qui sont soumises à la fois à la bourgeoisie, à la noblesse, parce que là, le forgeron, hein, il nous le place dans le contexte de la Révolution, hein, 1792. Donc, il y a aussi tout cet imaginaire, voilà, du peuple qui se révolte, qui veut sortir en fait du joug de la noblesse, du joug de la monarchie absolue, pour retrouver ses droits, pour réclamer ses droits. Et sortir donc des autorités, de l'autorité, pour devenir elle-même une autorité. Hein. C'est l'idée de la démocratie, c'est que le pouvoir soit donné au peuple et que le peuple soit libre et puissant. Et on sent vraiment cette puissance du forgeron qui, notamment, parle directement à Louis XVI en le tutoyant. Donc il y a aussi quelque chose d'assez fort, d'assez revendicatif dans cette révolte. Et oui, par exemple, un des vers, voilà, pris au hasard, mais je pense que n'importe quel vers de ce poème, vraiment, on peut sentir cette révolte très forte, cette volonté affichée de l'émancipation. Nous sommes libres, nous. Tu vois, là, rien que cette affirmation de la liberté avec une phrase qui est somme toute très simple, avec le verbe être qui pose ici quelque chose qui est essentiel, qui vient en fait de la nature, des droits naturels de l'homme.
Il y a une véritable revendication aussi avec la répétition de nous qui vient renforcer cette force, et bien sûr le point d'exclamation. Donc là, ici, il y a quelque chose vraiment et qui est répété dans tout le poème, mais aussi dans d'autres poèmes. Alors, je prends le forgeron pour exemple. Et on voit ici qu'il s'oppose à l'ordre établi, à la monarchie, à l'autorité suprême qui est le roi, parce qu'ici le forgeron parle au roi, à l'autorité suprême qui est le roi dans une monarchie absolue. Donc c'est un geste quand même très marquant de cette volonté d'émancipation thématique ici. Et troisième élément de cette émancipation qui revient couramment dans l'œuvre, c'est l'émancipation, ce temps de l'émancipation qu'est l'adolescence. Alors ça c'est aussi biographique finalement, puisque les cahiers de Douai sont des œuvres d'adolescence, puisque Arthur Rimbaud a écrit ses poèmes quand il avait 15, 16, 17 ans. Donc ça témoigne aussi de ce moment de sa vie, ou d'un moment de la vie d'ailleurs de tous les êtres humains, où on sort de l'enfance, donc c'est vraiment cette idée du processus. On n'est pas encore tout à fait adulte. Alors qu'est-ce que c'est être adulte? C'est être en pleine possession de sa responsabilité juridique et donc de sa capacité à agir dans le monde, de cette liberté. Quand on est enfant, on est encore sous la tutelle de ses parents, on est encore sous l'autorité de ses parents, et on a plutôt un rôle passif dans l'existence de celui qui apprend, de celui qui découvre, et pas forcément de celui qui agit pour changer le monde. Et ici, l'adolescence, c'est celui qui découvre notamment qu'il est en fait un individu et qu'il a tout ce qu'il lui faut pour avoir l'esprit critique qui permet d'être libre et la force, la puissance nécessaire pour se libérer et pour agir dans le monde. Cette découverte de la puissance, on peut la relier par exemple à la découverte des sensations, de l'amour, qui est elle-même en fait une puissance à la fois créatrice, puisque l'amour, c'est ce qui permet d'avoir des bébés. Voilà. Mais l'amour, elle est aussi associée à l'inspiration poétique, donc à la création, évidemment. Mais c'est aussi parce que l'amour, c'est cet élan vital, c'est un peu cette incarnation de l'élan vital qui permet à l'être humain de se transformer et donc de révéler sa pleine potentialité et parfois même de sortir des carcans, par exemple de la bienséance ou les carcans de l'autorité de la société. Et c'est ce qu'on peut voir notamment dans des poèmes qui viennent critiquer justement ces carcans. Par exemple, dans le poème « À la musique », c'est criant en fait que à la musique, ça sert surtout à critiquer cette société bourgeoise bien sous tout rapport et qui vient empêcher la libération des corps, qui vient empêcher cet élan vital qui vient de la sensualité et de l'érotisme, qui est palpable dans le poème, mais qui ne peut pas s'exprimer puisque il faut cacher. Voilà, hein. On a cette description du bourgeois. Un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande, savoure son non-non, d'où le tabac par brin déborde. Vous savez, c'est de la contrebande. Donc ici, il y a un aspect très ironique avec ces boutons, cette bedaine. Voilà, on imagine vraiment un bourgeois engoncé dans son costume qui, en fait, fait émerger cette idée du carcan qu'il faut défaire pour laisser la liberté sensuelle s'exprimer. Voilà. Je regarde en même temps si... Oui, et puis voilà, la sensualité aussi qu'on peut retrouver dans Premier soir, c'est aussi l'idée que la sensualité va permettre de braver des interdits, notamment les interdits autour du sexe, tout simplement. Et troisième dimension par laquelle s'exprime cette émancipation de Rimbaud, c'est évidemment
Et je termine par celle-ci parce qu'elle est peut-être plus évidente. Et en même temps, je pense que là déjà on a atteint certaines limites de ce thème de l'émancipation. On voit que c'est en chemin, mais qu'il ne s'est pas complètement émancipé. C'est vraiment encore un parcours qu'on est en train de voir, un processus en train de se faire, qu'on voit dans les cahiers de Douai. C'est la dimension formelle, c'est-à-dire les codes, le jeu en fait avec les formes traditionnelles de la poésie. Parce que la poésie, il ne faut pas oublier, ça a été quand même pendant longtemps un genre très codifié et qui se définissait par les codes, notamment les codes de la versification. Et c'est très important en poésie, puisque pour faire chanter le vers, il faut respecter un certain nombre de cadres, de codes. Et le code qui va être le plus utilisé par Arthur Rimbaud, et en quelque sorte on peut le voir comme assez paradoxal avec cette volonté de s'émanciper, c'est le sonnet. Alors pourquoi est-ce que c'est paradoxal? C'est parce que le sonnet, c'est clairement la forme la plus stricte et la plus utilisée. Voilà, on l'utilise depuis au moins le XVIe siècle, donc c'est quelque chose qui est très très présent dans la littérature française. Ça a été utilisé par tous les grands poètes depuis des siècles. Et donc, on voit ici évidemment que Rimbaud, il est très influencé, et il reste très influencé par toute l'histoire littéraire qui l'a précédé, et qu'il n'a pas encore renié complètement tous les apports de cette tradition poétique, et qu'il est prêt à prendre en compte ces apports-là, et notamment donc voilà, avec ces fameux sonnets. Alors par contre, c'est là où on peut apprécier le fait qu'il y a quand même un écart à la norme, qu'il y a quand même un début d'émancipation, une émancipation en train de se faire, parce que dans tous les sonnets, on peut remarquer, dans chacun d'entre eux, qu'il y a des libertés qui sont prises par rapport au sonnet. Donc le sonnet, c'est toujours cette idée d'avoir deux quatrains, deux tercets, une volta entre les deux quatrains, les deux tercets. C'est quoi la volta? C'est l'idée qu'il y a un changement, un retournement, une rupture entre les deux quatrains, les deux tercets, avec une pointe à la fin, c'est-à-dire une chute à la fin du poème, généralement dans le dernier tercet, voire dans le dernier vers du dernier tercet, et que les vers utilisés soient des alexandrins. Et les alexandrins, c'est aussi des vers très cadrés. Il faut qu'il y ait une coupe à l'hémistiche, il faut que l'hémistiche, donc, ça fasse 6 vers, il faut que les rimes soient masculines, féminines, c'est-à-dire qu'elles se terminent soit par un féminine, ça veut dire se termine par un E muet, masculine, ça veut dire se termine par une autre voyelle. Donc il faut aussi cette alternance de masculine-féminine, de rime masculine, de rime féminine. Voilà. Et il y a tout un tas d'autres règles, notamment autour de l'enjambement, du contre-rejet, etc. Et si on prend rien que le dormeur du Val, déjà il n'y a pas de volta, il n'y a pas de changement de sujet ou de rupture vraiment entre les deux quatrains et le premier tercet, tout simplement parce qu'en fait il continue le propos qu'il avait déjà commencé avant, à savoir la description du soldat endormi dans la nature, même s'il précise un petit peu plus l'aspect morbide que prend la scène, mais c'est quand même surtout dans la continuité. Et puis on voit quand même qu'il y a notamment des contre-rejets, des rejets et des enjambements qui sont quand même assez, comment dire, j'ai insolent en tête, mais c'est pas du tout le mot insolent qu'il faudrait utiliser ici. Mais assez créatif, oui, voilà, je pense qu'on peut dire créatif, c'est-à-dire que c'est assez osé, voilà, c'est osé. Par exemple, quand on a dans le deuxième vers, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, le d'argent, il vient dans le vers d'après, alors qu'il est très proche d'haillon, de haillon, parce qu'en plus, ça veut dire qu'il commence le vers avec une préposition. Et ça, c'est assez unique, enfin, c'est assez dérangeant quand on a l'habitude de l'alexandrin.
Pareil, le verbe qui est rejeté, et qui est du coup le verbe lui, ici dans le dernier vers du premier quatrain, qui n'est pas relié donc à son sujet, et qui n'est même pas relié à un complément, qui est là comme seul sur la ligne. Et c'est un processus qu'on va retrouver très souvent dans le poème, par exemple avec Tranquille, qui va isoler comme ça des termes et déstructurer le vers, parce que normalement le vers est censé suivre la cohérence syntaxique de la phrase, et là pas du tout. Il détache des mots qui normalement devraient rester reliés à d'autres mots. Donc voilà, donc on voit qu'il y a déjà des jeux ici qui montrent que c'est pas qu'ils respectent pas complètement les règles. On va avoir aussi des rimes dans d'autres, pas dans celui-là, mais dans d'autres textes. Par exemple, texte que j'aime beaucoup parce qu'il est très dérangeant, mais et donc très intéressant. C'est par exemple Vénus Anadyomène. Il va faire il va proposer des rimes qui sont extrêmement osées, notamment dans Vénus Anadyomène, dans le dernier tercet, il va quand même faire rimer Vénus avec Anus. Vénus, c'est quand même la déesse de la beauté, c'est la déesse de l'amour, et il va faire rimer ça avec Anus. C'est quand même très drôle, mais en même temps très ironique, très provocateur ici. Il va aussi mettre dans ses poèmes des figures assez grivoises, voire familiers, et même des termes de régionalisme. On peut le retrouver dans les poèmes, notamment La Maline, je crois. Oui. Dans La Maline, il y a vraiment cette idée-là de cette ambiance belge qui est rendue compte par la description quand même assez grivoise de la serveuse. Par exemple, il va même utiliser alors je crois que c'est à la musique, il utilise le terme piou-piou, qui en fait ce sont les fantassins qui vont à la guerre. Les fantassins, ce sont des soldats. Donc ça, c'est un terme d'argot. Enfin voilà, donc on va avoir tous ces termes-là qui sont normalement exclus du vocabulaire de la poésie. Et puis en plus, c'est quand même un recueil qui est très fragmenté, très hétérogène. Et en fait, ce qui tient les choses entre elles, ce qui tient les poèmes entre eux, c'est le thème de la fugue qui en fait parcourt, de la fugue et de la révolte, qui en fait parcourt tous les thèmes, tous les textes, mais sous des aspects différents, sous des thèmes différents. Et donc on a aussi un grand mélange des registres entre les poèmes et à l'intérieur même des poèmes, qui va créer un petit peu une sorte de parodie. Et alors la parodie, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est l'idée que Rimbaud imite, certes, et donc prend en fait, s'inspire beaucoup, parce que imiter c'est ça, s'inspire beaucoup des poètes de l'époque, et effectivement il a cette pratique-là. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, à cette époque-là, en classe de rhétorique, c'est la classe dans laquelle il est quand il écrit ses poèmes, eh bien, l'un des exercices très importants, et dans lequel il excellait, c'est d'écrire à la manière d'eux, et notamment en latin, le thème latin, c'est-à-dire il écrit des poèmes en latin à la manière de tel ou tel poète latin. Et il a même reçu des prix pour ça. Donc il a l'habitude en fait de s'inspirer profondément d'un poète pour écrire. Et on peut retrouver cette patte-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va souvent avoir une forme à cause du mélange des registres, une forme d'ironie. C'est-à-dire comme s'il prenait de la distance par rapport à son modèle, et qu'en fait il le parodiait, c'est-à-dire il le reprend, mais tout en s'en manquant, tout en s'écartant de ce modèle-là, et en montrant qu'il le trouve peut-être un petit peu ridicule. Et notamment, on a cet effet-là quand il parle dans Roman.
Donc roman, on pourrait imaginer que c'est un poème voilà, de l'amour adolescent, de la découverte de l'amour. Mais en fait, dès le début, il nous dit on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et donc dès le début, il nous dit qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Ce poème qui pourrait être un poème lyrique, propre au romantisme, de l'expression des sentiments et de la découverte de la sensualité, en fait, c'est peut-être une blague. Donc voilà, il y a quand même quelque chose ici d'intéressant dans ce jeu entre inspiration et écart par rapport au modèle, qui est en fait carrément mis en scène dans certains poèmes comme dans le roman. Là, j'ai déjà commencé en fait à aborder les limites du sujet, à aborder les limites de l'émancipation créatrice, en quoi c'est pas complètement une émancipation créatrice. Je vais revenir sur 2-3 choses. Bon, j'ai bien expliqué qu'effectivement, il s'inspirait beaucoup, notamment par exemple de Victor Hugo. On retrouve quand même beaucoup ça, notamment dans Les Effarés. Clairement, on peut retrouver des similitudes avec des poèmes qu'on peut retrouver dans les contemplations de Victor Hugo, notamment dans la partie 4, je crois. Pas au cas, mais je suis plus sûre de ça, donc ça, il faudrait vérifier. Mais alors, au-delà de ces formes et inspirations qu'il reprend à son compte, c'est aussi que, par exemple, la création, c'est-à-dire cette émancipation, cette révolte, elle n'est pas forcément créatrice. Elle peut être aussi destructrice. Et notamment, on peut voir cette force vitale dont je parlais autour de l'amour et de la sensualité. Eh bien, le poème Ophélie, il est assez éclairant là-dessus, parce que justement, on a donc ce poème de cette jeune femme parce que l'histoire d'Ophélie, donc c'est dans Hamlet de Shakespeare. Donc Ophélie est amoureuse d'Hamlet, et donc normalement ça devrait être cette idée de liberté. Et on le voit, hein, même dans le poème, il y a ce vers ciel, amour, liberté. Donc on voit ici l'association très forte qui est faite entre amour et liberté que je t'expliquais juste avant. Mais ici, cette volonté d'amour, d'expression de la sensualité, mais qui est rendue impossible par l'impossibilité de leur amour, va transformer cette liberté, parce qu'elle va vouloir se... En gros, si on peut comprendre le poème de cette manière-là, elle va vouloir se libérer de ce carcan qui l'empêche d'aimer, mais cette libération, eh bien c'est le suicide. C'est la folie et le suicide. Donc tu vois à quel point en fait cette libération, c'est la libération du carcan qui est l'impossibilité, et donc sa vie qui devient une prison. Et donc la révolte, la seule révolte qui lui reste, c'est le suicide. Donc comme quoi, là c'est pas une émancipation très réussie, très créatrice. Et on a aussi d'autres échecs dans le poème, dans le recueil de l'émancipation, notamment par exemple dans Ma Bohème, où je rappelle quand même que tout le poème, même s'il parle de la fugue, il en parle au passé, donc quelque chose de révolu. Donc on peut ici imaginer qu'il y a eu un échec aussi de cette inspiration poétique autour de la liberté et de la fugue. Peut-être qu'en fait, notamment parce qu'il part de rêveries, et les rêveries, c'est des choses qui ne sont pas concrètes, qui nous échappent. Hein. Il dit « Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé ». Le fait qu'il les ait rêvés, ça veut dire qu'il ne les a pas concrétisés. Et donc ici, on a l'aveu aussi d'un échec de la fugue. On a aussi, deuxième point, la présence quand même importante dans tout le recueil du passé. Parce qu'on pourrait croire que l'émancipation créatrice, comme je t'ai dit, la création c'est créer quelque chose de nouveau, donc c'est aller vers l'avant, vers l'avenir, et finalement en fait on se retrouve avec pas mal de poèmes qui reprennent des éléments du passé, montrant à la fois un échec, c'est-à-dire que les émancipations du passé n'ont pas abouti. Donc par exemple on pourrait penser au poème Le Forgeron que je t'ai expliqué juste avant. C'est pas anodin qu'il en reparle alors qu'on est sous Napoléon III. Il y a peut-être aussi et qui est très présent à cette époque-là, hein, ce constat en fait qu'on revient dans un système autoritaire qui empêche le peuple de s'exprimer et de montrer tout son potentiel. Et donc ici, il y aurait une idée de boucle, un cycle infernal du retour de ce besoin de se révolter, mais c'est surtout qu'il y a un retour à l'autorité. Donc ici, on voit que le retour au passé montre bien une émancipation qui a du mal à se faire. Et aussi,
carrément dans Soleil et chair, bien que dans Soleil et chair il y ait cette idée de cet élan vital qui va permettre de se libérer, qui va permettre de créer d'ailleurs, parce que Soleil et chair c'est aussi un poème, une sorte d'ode à la création et à la beauté du monde qui permet un élan vital de la nature. C'est l'idée que cet élan vital, on l'a perdu avec le christianisme, avec les régimes autoritaires, etc. Et en fait, ça vient faire l'éloge de ce mythe de l'âge d'or qui est présent depuis l'Antiquité, et donc avec une volonté presque de retour au passé, comme quelque chose qui pourrait libérer. Tu vois, là, il y a quelque chose d'assez paradoxal. On n'est pas vers un avant, on est plutôt en train de regarder par le passé en disant « Ah, c'était mieux avant ». Là, on a carrément dans la partie 3, ça commence par « Si les temps revenaient, les temps qui sont venus, car l'homme a fini, l'homme a joué tous les rôles. Au grand jour, fatigué de briser les idoles, il ressuscitera, libre de tous ses dieux. Comme il est du ciel, il scrutera les cieux. » Donc il y a quelque chose de paradoxal, il y a l'idée de résurrection, donc l'idée de revenir à la vie. Mais il y a aussi l'idée du fait que l'homme a fini, donc l'homme a terminé quelque chose est mort, qu'il faut revenir recréer, mais c'est les temps qui doivent revenir, donc cette création elle vient du passé, donc là il y a quelque chose d'assez paradoxal, et peut-être qu'on pourrait y voir ici quelque chose de l'ordre de la mise en abîme de son écriture, c'est-à-dire qu'il est en train de nous parler en fait de la manière dont il voit sa manière d'écrire, qui serait peut-être de venir se nourrir du passé pour retrouver cet élan vital au présent. Quelque chose comme ça. Bon, j'espère que ces différents éléments sur les parcours associés émancipation créatrice te permettront de mieux aborder l'œuvre et de mieux comprendre les sujets de dissertation qu'on te donne ou qu'on te donnera. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre et je te souhaite de bonnes révisions pour le bac.